Le président kenyan a passé 48 heures à Kinshasa. Au nombre des acquis de cette visite officielle, plusieurs accords bilatéraux signés avec la République démocratique du Congo. La population résidant au plateau Kogelos Nzengi à Mongafula vit dans l'insécurité. Cela est dû au manque de développement de ce quartier périphérique de la ville de Kinshasa. La population sollicite une attention particulière des autorités. On va l'écouter dans un instant dans ce journal. Le travaux pour la réhabilitation du pont Djili détruit lors de pluies du dernier mois vont bientôt se terminer. Le travaux avance parfaitement bien à la satisfaction de l'entreprise commise sur place, l'office de route. Les images, c'est à suivre dans un instant dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. La République démocratique du Congo et le Kenya ont signé ce mercredi une série d'accords sur notamment la sécurité et la défense. C'était au cours de la cérémonie de réception officielle du président kenyan au palais de la nation à Kinshasa. Le président Félix Antoine Tshisekedi a, face à la presse, annoncé des actions de grande envergure pour mettre fin aux actes de terrorisme dans l'est du pays. Patrick Michel Moukoui. Le tapis rouge déroulé. La République démocratique du Congo, par son président, étale toute son hospitalité pour recevoir son hôte de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix Antoine Tshisekedi et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les parties en échange se sont engagées non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uhuru Kenyatta et Félix Antoine Tshisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce. Ce qui explique la signature de 4 instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un 3e accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uhuru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restrictions de l'immigration afin de permettre de meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continue de se manifester sur tous les continents. Félix Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade des Nations Unies afin d'appuyer les FARDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures.
nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre desquels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain. Et avant de poursuivre ce journal, nous recevons sur ce plateau M. Diomi Ludovic, il est chargé de communication à la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Bonsoir M. Ludovic. Bonsoir madame et merci de me recevoir. Merci. Vous êtes sur ce plateau pour annoncer le report de la clôture du concours organisé par la Fondation. Oui, le concours avait initialement lieu de se terminer le 30 avril. Et nous avons eu tellement de candidatures et ça nous a demandé beaucoup de travail. Et nous avons décidé d'étendre en fait la fin de la clôture de ce concours au 15 mai. Jusqu'au 15 mai. Donc les candidats qui sont en train de se faire enregistrer ont jusqu'au 15 mai pour postuler. Du 30 avril au 15 mai. Pouvez-vous nous dire quelle catégorie de personnes qui sont concernées par ce concours? Oui, il y a deux catégories. Donc il y a la catégorie junior, qui concerne tous les candidats qui auraient de 12 ans jusqu'à 18 ans et la catégorie senior au-delà de 18 ans. Et quels sont les thèmes choisis, si on peut le rappeler à les téléspectateurs qui nous suivent? Oui, c'est important. Les deux thèmes choisis sont des thèmes qui sont importants pour la Fondation. Le premier thème, c'est la drépanocytose, plus communément appelée anémie SS. Et le deuxième thème, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est jusqu'au 15. Pouvez-vous rappeler comment ça se passe pour passer le concours? Oui, c'est très... à nos téléspectateurs absolument. Qui ont déjà peut-être suivi le communiqué, si on peut le rappeler. Oui, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site internet de la Fondation, www.fondationdnt.org. Et il y a une rubrique, une page qui est dédiée à ce concours-là, où il y a les règlements qui sont présentés et toute la procédure pour participer. Mais en réalité, c'est très simple. Il faut que chacun puisse écrire un texte. Comme on dit, c'est un concours d'écriture. Il faut, en ce qui concerne le thème de la drépanocytose, écrire une nouvelle, qui est une histoire. Pour la catégorie junior, cette nouvelle doit être entre 1000 et 1500 mots. Et pour la catégorie senior, entre 2000 et 4000 mots. Donc écrire ce texte et envoyer ce texte à l'adresse qui est indiquée donc sur la page. Et puis pour le deuxième thème, qui est celui de lutte contre les violences, il faut simplement écrire une poésie ou un poème. Et ça, toutes les catégories d'âge peuvent écrire et puis laisser libre cours à leur inspiration. Donc vous avez donné une seconde chance aux personnes qui voulaient bien passer le concours à continuer à postuler jusqu'au 15 mai. Absolument, jusqu'au 15 mai. Nous vous remercions d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup. Le message est passé. Donc les candidats qui veulent bien postuler ont jusqu'au 15 mai pour passer le test ou bien postuler. Merci beaucoup. Merci M. Ludovic. Nous rappelons que nous recevons M. Ludovic qui est chargé de communication à la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Bonne soirée. Modeste Bahati, autorité morale de AFDC, appelle les députés nationaux à voter pour l'investiture du gouvernement Sama Lukonde pour la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours de la conférence des présidents tenue hier. Sandra Nyangi. Ils étaient tous là, députés nationaux, membres du regroupement politique AFDC et alliés, à participer à la réunion des conférences des présidents. Au cours de cette rencontre, l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo a lancé un appel à tous les élus du regroupement afin de voter l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Un appel reçu favorablement par les députés nationaux, membres du regroupement politique AFDCA, membres de l'Union sacrée de la nation. La conférence des partis et personnalités politiques a demandé à tous ces élus d'investir le gouvernement Sama Lukonde et de l'appuyer totalement. Ce sont des félicitations adressées à tous les nominés de notre regroupement politique à l'issue de la publication de l'équipe gouvernementale Sama Lukonde. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDCA remercie et félicite à la fois son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite
de cette œuvre. Cette réunion des conférences des présidents conduite par la présidente nationale AI de la FDCA, Rumbu Kazang, a été aussi l'occasion pour les membres de l'organe de décision du regroupement de tabler sur les questions liées à la composition des cabinets ministériels. La conférence des conseils de chargeurs s'est clôturée ce soir, mais avant, les travaux en panel ont produit plusieurs recommandations, notamment la nécessité pour le transport africain de disposer d'une logistique de facilitation de commerce. Edith Chala nous en parle. Les travaux de la conférence des conseils des chargeurs africains ont pris 2 jours et aboutissent à des recommandations pertinentes après l'exposé du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est articulé sur les avantages et opportunités de la mise en œuvre de cette zone sans jamais omettre de rappeler les défis et les menaces. Les participants se sont éclatés en 4 panels dont l'un a porté sur les systèmes de transports africains face à l'impératif de la mise en œuvre de la ZLECAf. Le président de l'Union des conseils des chargeurs africains et président du conseil des chargeurs sénégalais, Mamadou Ndjon, qui a modéré les échanges, croit qu'il faut faire croître les échanges commerciaux intra-africains, mais avant tout, les obstacles doivent être levés. Aujourd'hui, le commerce intra-africain ne représente que 18%. Nous voulons pousser ce commerce intra-africain le plus haut possible au niveau des pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains, pays qui sont au nombre de 19. Ces pays représentent, disons en termes de population, 600 millions de consommateurs. Nous avons ensemble pour mission de booster la ZLECAf, de faire de sorte que l'Afrique commerce davantage avec l'Afrique, mais il va falloir résoudre beaucoup d'équations, notamment les équations logistiques, le transport maritime africain, mais également tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Les autres panels se consacrer aux défis et menaces sur les économies africaines et le rôle et contributions des conseils des chargeurs à la mise en œuvre de la ZLECAf moudront leur rapport dans celui unique qui sera présenté à la plénière pour adoption. Les travaux de réparation ont été réalisés dans la station d'atterrage de Mwanda, ce par des ingénieurs d'Alcatel à la demande du directeur général de la SCPT, Didier Moussete. Ce dernier s'est entretenu avec les ingénieurs d'Alcatel venus lui faire rapport de leur mission à Mwanda dans le Congo central. Jean-Pierre Ndolodemos. 2 ingénieurs d'Alcatel reçus par le DG de la SCPT, Didier Moussete. Ces derniers reviennent de Mwanda où ils ont séjourné pendant 1 semaine pour des réparations à la station d'atterrage de Mwanda et la maintenance des câbles sous-marins. On vient d'avoir un entretien avec le directeur général des SCPT et ils sont favorables au développement du réseau terrestre. Donc ils ont beaucoup de projets pour le réseau terrestre pour relier tout le Congo et même la partie nord. Le même jour de sa reprise de fonction, le directeur général de la SCPT a invité ses ingénieurs d'Alcatel à exécuter ces travaux. Il faut dire que la République démocratique du Congo était menacée d'être coupée du reste du monde à cause du signal qui a connu d'atténuation. Ces ingénieurs sont intervenus dans la partie WAX qui relie la République démocratique du Congo au reste du monde en utilisant des câbles sous-marins qui passent par l'océan Indien, l'Afrique du Sud jusqu'à Londres. C'est cette partie qui a fait l'objet des réparations des ingénieurs d'Alcatel. Dans la partie intérieure, la ligne qui part de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa en passant par Kinshasa avec Bretel vers Bandundu, le DG Moussete a mis sur pied un grand projet de réhabilitation. Ce grand chantier sera lancé d'ici là, selon Dieudonné Loussamba, responsable d'exploitation et maintenance de la station d'atterrage. Les défis qui restent à relever, l'ingénieur Loussamba les énumère. La SCPT qui doit améliorer la qualité de sa fibre optique. Là, nous sommes en train de nous atteler avec les DG Moussete. Mais l'autre défi, c'est aussi l'État. L'État doit pouvoir faire respecter les règles du jeu. Nous ne sommes pas contre la concurrence. Nous ne voulons pas aussi que notre pays soit un espace pour un laisser-aller où n'importe qui peut venir et faire n'importe quoi. Jean-Pierre Ndolodemos, que nous allons encore retrouver dans ce reportage, nous apprend que le rapport de l'exercice budgétaire 2020 de la province du Haut-Katanga est déposé à la Cour de compte ici à Kinshasa. Le ministre provincial de Finances l'a remis au président de cette institution financière pour examen. Regardez. C'est pour se conformer à l'exercice constitutionnel que le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga a déposé le rapport de la reddition des comptes du budget rectificatif exercice 2020
Le président de la Cour de compte, Ernest Izemengia, accompagné de ses experts, a réceptionné ce rapport. Un rapport qui, au bout de compte, a été déclaré conforme. Le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga, Bruno Choma Choma, a reconnu la pertinence des remarques formulées par la Cour des comptes et s'est réjoui du dépôt de ce budget. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Yavoula Katwe, tient au respect des textes. Voilà pourquoi il nous a envoyé ici pour que nous puissions venir déposer, conformément à la loi, les travaux portant reddition des comptes, exercice 2020, ainsi que la brochure portant budget rectificatif, sans oublier aussi les budgets initiaux, ainsi que les budgets rectificatifs exercice 2020. La province doit rendre compte en termes des recettes réalisées et des dépenses exécutées selon la LOFIP. Voilà pourquoi au niveau de la province, vu que nous avons effectué beaucoup d'opérations en termes d'engagement, de liquidation, alors il est question que nous puissions donc venir à la Cour des comptes afin d'obtenir conseil pour que nous puissions améliorer la gestion des dépenses publiques et rendre compte à l'organe délibérant la manière dont le budget a été exécuté. Un exercice auquel devra se soumettre toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Je vous amène à présent sur le pont de Djili. Le travaux de réhabilitation exécutés sur cette infrastructure évolue positivement. Le directeur général de l'Office de routier est rendu pour évaluer les niveaux de travaux. Le constat est donc positif, comme nous dit Blaise Boko-Kiasanza dans ce reportage. Plus de 80% des travaux exécutés, c'est le moins que l'on puisse dire, du spectacle qu'offre aujourd'hui les ponts de Djili, dont une partie avait été emportée par les eaux de pluie. Situation on ne peut plus préoccupante qui a mobilisé l'Office des routes à la demande de la haute hiérarchie du pays. C'est ainsi que le directeur général de cet établissement public, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, passait des journées entières pour suivre à quelques détails près l'évolution des travaux. Tout a été mis en œuvre pour le rétablissement de la situation. Le pire a donc été évité. Un affaissement à ce niveau ici, qui a fait couler beaucoup d'encre. Quand je suis venu ici, après l'inspection avec nos experts, nous avons dit que nous allons stabiliser la situation. C'est ce que nous avons fait. La situation a été stabilisée. Maintenant, il fallait continuer les travaux. Maintenant, nous sommes à la phase finale. Vous voyez, on est en train de placer les enrobés. On va travailler sur cette procédure. Ça permettra d'éviter les travaux. Mais les travaux ne sont pas encore terminés parce que nous devons travailler pour protéger tout l'ouvrage. Les ponts de Djili sauvaient de justesse, mais il reste encore beaucoup d'autres travaux à exécuter pour stabiliser cet ouvrage dont la construction date de plusieurs décennies. Engins et personnels de l'Office des routes sont descendus sur le chantier pour l'exécution des travaux qui sont aujourd'hui salués non seulement par les usagers de la route, mais aussi par la population des quartiers environnants. En nouvelle, son Excellence Madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie porte à la connaissance du public et l'Organisation internationale de la francophonie a lancé le deuxième appel pour les fonds de la solidarité pour les femmes francophonie avec elles. Cet appel à projet est ouvert jusqu'au 18 mai 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique Appel à la candidature. Reprise du trafic de routes coupées entre la ville de Bukavu et Kamanyola dans les escarpements de Ngomon. Le conducteur compte dans cette volonté du gouvernement, appelle le chef de l'État à y participer au profit de la population. C'est la fin d'un cauchemar qui aura duré des semaines, jour pour jour, depuis que la ville de Bukavu a été coupée de celle d'Ouvira
suite à la rupture du trafic routier sur la RN5 au niveau des escarpements d'Ngomo. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Djekassi, lui qui a décidé de faire des infrastructures routières une préoccupation, s'était rendu sur place pour non seulement évaluer l'ampleur des dégâts, mais a aussitôt mis des petits moyens à la disposition de l'Office des routes pour des travaux d'urgence. Au bout de 2 semaines d'intenses travaux herculéens, le résultat est là. Des véhicules de moindre tonnage rivalisent déjà des vitesses sur cette route nationale, entourée de collines verdoyantes, à la grande satisfaction des milliers de personnes qui empruntent cette route. Nous remercions le gouverneur de province, qu'il continue comme ça, que le gouvernement central nous vienne aussi en aide, car cette route est vraiment vitale pour nous. Des chauffeurs et aussi n'ont pas manqué de dire merci à leur gouverneur bienfaiteur pour avoir entendu leur cri d'alarme. Je n'ai pas travaillé pendant 2 semaines, attendant que la route soit réhabilitée. Sur cette route nationale, les autorités locales ont bien fait pour aider la population. Je demanderai aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'intervenir également pour aider son peuple. La réhabilitation des infrastructures routières étant un pilier phare de son programme d'action, Théo Ngwabi-Djekassi passe à la vitesse de croisière. Le tristement célèbre pont situé à l'entrée d'Ngomo sera revêtu d'une nouvelle robe. Des intrants en métal sont arrivés et les équipes de l'Office des routes sont déjà à pied d'œuvre. Théo Ngwabi-Djekassi est donc ce guerrier qui avance. Revenons à présent à cette actualité annoncée en sommaire à l'ouverture de ce journal. Le plateau 1 Kogelos Nzengi, un des quartiers périphériques de Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula. Les habitants de ce coin font face au quotidien à des multiples défis, des développements sources d'insécurité, de beaucoup de problèmes. Ils ont lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités sur la question de l'absence d'urbanisation, de l'électricité et des érosions. Jean-Paul Baziaka et Cédric Kenina. Nous sommes dans un quartier périphérique de la capitale, dans la commune de Mongafula, derrière les plateaux des résidents de l'UNI. Ici, les résidents sont des professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, des élèves et étudiants ainsi que d'autres cadres de l'administration publique. Ils ont construit des maisons et investi durablement. Paradoxalement, l'urbanisation n'a pas suivi au regard de l'accroissement de la population. Nous souffrons d'abord avec le problème de courant. Le courant, quand on n'en a pas, il y a l'insécurité, hein, et on a du mal même à préparer, à prêter les enfants pour aller à l'école. Suite à l'insécurité permanente à laquelle fait face la population et l'abandon des autorités compétentes, des questions de développement des milieux périphériques de la capitale, ville-province, au regard des érosions qui menacent la population, les dangers de la disparition de leurs habitations et l'absence totale d'urbanisation, de l'eau, l'électricité et routes, la population du quartier Plateau 1 Kogelos Nzengi lance un cri d'alarme aux autorités de la Société nationale d'électricité SNEL pour l'installation dans un premier temps d'une cabine électrique qui était prévue dans le programme des 100 jours du chef de l'État et jusqu'alors jamais réalisé. Nous sommes dans l'obscurité, nous évoluons dans l'obscurité, c'est comme ça qu'il y a des poches d'ombre et que nous demandons au chef de l'État vraiment de voir notre situation sur le plan de l'électricité et si possible nous envoyer immédiatement des transports pour qu'on puisse s'éclairer. Et il y a aussi le problème des érosions. Comme vous allez le remarquer, il y a des poches d'érosion qui dépassent notre attendement. Le développement durable est tant attendu par la population congolaise. Condamnés à utiliser pour la plupart des cas des motos comme moyen de transport, les élèves interpellent les responsables de l'Office des voiries et drainage en vue d'intervenir en urgence. Nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose pour nous, d'arranger pour nous la route et de nous envoyer un bon courant. Nous avons besoin que l'OVD puisse arranger pour nous la route parce que la route n'est pas bonne de ce côté. Cette question de développement social et l'amélioration des conditions de vie de toute la population est une obligation constitutionnelle pour chaque pays et c'est une recommandation inscrite dans les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Un nouveau commandant à la tête des procrédits militaires de Kinshasa, il s'agit du lieutenant-colonel Henri Amouli,
Karambira qui a reçu le bâton du commandement. Images et commentaires. Le commandant 14e région militaire et commandant place. Mon général, les troupes du bâton police militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de passation du fantôme de commandement et de remise et reprise. Le bataillon des pauvretés militaires de la ville-province de Kinshasa a un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Amouli Karambira Henry a pris ses fonctions ce lundi 19 avril 2021 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Il est secondé dans ses fonctions par le lieutenant-colonel Kazumba Dinanga Victor. La cérémonie de remise et reprise a été présidée par le général des brigades Ilondo Efondo Igo, commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-province de Kinshasa. Le général Ilondo a officiellement remis les fagnons du bataillon PEM à son nouveau commandant avant de les présenter à la troupe. Lieutenant-colonel Amouli, lieutenant-colonel Amouli, je vous remets ce bâton, symbole de commandement que vous défendrez en tout temps et à toutes circonstances jusqu'au sacrifice suprême. Le général Ilondo a profité de cette occasion pour prodiguer des sages conseils et donner des orientations au nouveau commandant. 7 étudiants congolais ont remporté le concours littéraire du roman et Grand-Baptiste Vico ou le viol du discours africain de l'écrivain congolais Georges Ngal, concours rendu possible avec l'appui de l'UNESCO. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Anastasie Dumbu nous en parle. Près de 7 étudiants de différentes institutions de l'enseignement supérieur et universitaire ont bénéficié des trophées de prix littéraires international après avoir participé au concours littéraire international sur la lecture du roman Grand-Baptiste Vico ou les vœux du discours africain. Cet ouvrage constitue, aux yeux de l'opinion nationale et internationale du monde de la littérature, un riche patrimoine culturel que l'UNESCO et la République démocratique du Congo doivent prendre soin de sa protection intellectuelle. Cette remise des trophées et prix littéraires de cette première édition a été placée sous le haut patronage de l'UNESCO. Dans ce roman, qui a fait l'objet du concours littéraire, Georges Ngal, ami et critique littéraire spécialiste mondial de l'œuvre littéraire herméneutique de l'écrivain Aimé Césaire, jette les ponts entre la littérature congolaise et la littérature panafricaine d'expression française. À travers cet événement, la directrice des éditions Les Arcanes Ngal, Madame Tina Ngal, rend à son père sa gratitude en guise de valeurs culturelles et littéraires lui transmises par son géniteur. Par exemple, les livres sont plagiés, il faut y remédier. Les prix sont souvent chers, il faut y remédier. Et donc les arcanes Ngal, les arcanes ça veut dire le temple du savoir. Les arcanes vont œuvrer non pas pour faire comme les autres, mais pour apporter ce qu'il manque. Le lauréat de ce concours de l'Université catholique a saisi cet instant pour lancer un appel aux jeunes à emboîter ses pas. L'objectif premier d'un tel concours littéraire, ce serait avant tout l'incitation à la lecture et à l'écriture. Et de ce fait, je félicite davantage les organisateurs de ce concours, puisque c'est une manière d'inciter les jeunes à s'imprégner de la lecture, à s'imprégner de l'écriture, afin que l'écriture ne soit pas seulement une affaire des grands ou bien des aînés, une affaire des intellectuels, mais aussi nous les jeunes, nous pouvons faire quelque chose de mieux dans ce sens-là. Notons que les livres, outils formidables de la communication, d'après Jean-Pierre Bodo, représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, est devenu un support indispensable de ce monde moderne, marqué par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un communiqué nécrologique dans ce journal, le protocole de la Cour de cassation informe le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général près cette Cour, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats de la Cour de cassation, du parquet général près de cette Cour, du Conseil d'État, du parquet général près le Conseil d'État, de la Cour de la Haute Cour militaire, de parquet général près le Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, de l'auditorat général des FRDC, ainsi que ceux de juridiction inférieure et force et office
le bâtonnier national des agents de l'ordre judiciaire et les avocats du décès du magistrat émérite Boniface Abangapakwa Mangbogo, mis à la retraite au grade de conseiller à la Cour suprême de justice en 1998 et avocat près la Cour d'appel de Kinshasa, Matete, décès survenu ce mercredi 14 avril 2021. Le programme de funérailles se présente comme suit. Vendredi 23 avril 2021, 9h, levée de la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et exposition à l'esplanade de la Cour de cassation. 9h30, arrivée des membres de la famille judiciaire à la Cour de cassation. 11h, audience solennelle de la Cour de cassation, dépôt de gerbes des fleurs, levée du corps pour l'enterrement au cimetière Chemin du Paradis. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Nous rappelons les